quelle que soit la légalité ou non de cette opération, quel est son résultat? Évidemment, c'est un enjeu extrêmement important. Vous le disiez hier de façon extrêmement marquante, Gallagher. Il y a un doute sur est-ce que oui ou non l'uranium enrichi iranien a été détruit, ou au contraire est-ce qu'il est en train de se promener, et où serait-il? Merci beaucoup. Et vous allez nous rejoindre, Bruno Combi, spécialiste du nucléaire. Regardez pendant ce temps les images satellites de la destruction à Fordo, puisque c'est à partir de cette image qu'on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Bruno Combi, d'être là. Bonsoir, Darius. Ces images sont absolument cruciales. Tous les services de renseignement du monde essaient de les analyser, de comprendre si oui ou non les Américains ont réussi à détruire au moins en partie le potentiel nucléaire de l'Iran. C'est l'enjeu crucial du moment. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse selon vous? Oui, Darius, ce sont donc les impacts des bombes GBU-27 qui ont été larguées. 57, pardon. Et on voit là donc l'impact. Alors c'est des bombes qui sont larguées en très très haute altitude pour avoir un maximum d'énergie cinétique quand elles arrivent sur l'objectif. La précision est de l'ordre de 1 à 3 mètres parce qu'elles ont des petites ailettes sur la partie supérieure qui permettent de les guider pour arriver exactement au point qui est prévu. Elles ont donc une très forte énergie cinétique qui leur permet de pénétrer profondément, et un dispositif de déclenchement de l'explosion qui est différé de quelques secondes de manière à ce qu'elles explosent une fois qu'elles sont profondément enterrées, donc pour faire le maximum de dégâts. Alors cette forme des impacts, des cratères qu'on voit, c'est lié au fait qu'en fait quand la bombe tombe, elle fait quasiment fondre la roche sous l'effet de son énergie très intense. Elle pénètre, donc elle fore une espèce de tunnel comme ça, qui reste donc qui se volatilise, et puis ensuite au moment où elle explose, le tunnel va servir comme une cheminée qui va chasser les gaz de l'explosion vers le haut de manière très puissante, et donc ça laisse une sorte de cheminée comme ça en guise de cicatrice. Regardez l'infographie pour l'illustrer. C'est très puissant, donc ça va fracturer toute la roche qui est autour. Regardez l'infographie pour l'illustrer, où on comprend, on essaie d'entrer dans cette base de Fordo, dans la montagne, voilà, où l'infographie est très, très bien faite, parce que là on comprend la bombe qui pénètre, comme vous le disiez, et qui n'explose que après avoir atteint le plus grand... Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que la destruction a lieu, si tout se passe bien. Voilà, donc le scénario qu'on voit là, en réalité, c'est le scénario idéal où la bombe va exploser exactement dans la cavité où elle est censée parvenir. En réalité, il y a un premier système qui est une horloge, si vous voulez, qui se déclenche au moment où il touche la Terre, et ensuite, c'est un certain nombre de secondes après, un certain temps après, que l'explosion se déclenche. Mais on n'est pas sûr que ce soit exactement dans la cavité, parce qu'on ne peut pas prévoir exactement la dureté de la roche, et la profondeur est un peu approximative. Général Richoux. Il est probable que ça explose un tout petit peu au-dessus ou en dessous. Alors, on m'expliquait aussi que les vibrations, alors aujourd'hui, Monsieur X, si vous voulez m'expliquer, que les vibrations pouvaient avoir fracturé la roche, et qu'il pouvait y avoir plusieurs jours, peut-être une semaine avant que l'uranium, s'il y avait une fuite, remonte à la surface. Donc il y a, je dirais, ce qu'on appelle le BDA, le Battle Damage Assessment, c'est-à-dire c'est du vocabulaire militaire de l'OTAN, c'est-à-dire l'évaluation des dommages est encore en cours, et il faudra vraisemblablement attendre plusieurs jours pour savoir si effectivement il y a des fuites radioactives en fonction de la fracturation de la roche dans la montagne qui laissera petit à petit remonter les fuites à la surface. Cette bombe est très sophistiquée parce qu'elle n'a pas seulement un déclencheur d'horloge, mais je crois qu'elle a des capteurs physiques qui permettent de sentir quand justement elle est dans une voilà, vous le savez, dans une cavité, et elle n'explose que quand elle est dans la cavité. Que quand elle arrive dans le studio là où nous nous trouvons, elle va pas exploser au-dessus, mais quand elle va sentir qu'il y a de l'air autour d'elle, elle va exploser. Absolument, mais tout ça c'est en théorie, puisque c'est la première fois qu'elle est utilisée de manière opérationnelle, et donc on n'est pas 100% certain que l'explosion ait quand même eu lieu exactement dans la cavité. Ça peut-être être aussi un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous, et si tout va bien, dans la cavité. Lisons ce que dit Trump, puisqu'il dit des dégâts monumentaux ont été causés à tous les sites nucléaires iraniens, comme le montrent les images satellites. Alors lui, il est très catégorique, il est plus catégorique que vous, on le convient. Les dégâts les plus importants ont été localisés bien en dessous du niveau du sol, dans le mille. Alors la différence, c'est que Trump est un politique et moi je suis un scientifique. Croyez-vous. Et comme vous le savez, un scientifique, ça a toujours une part de doute quant à l'atteinte de l'objectif, alors que lui s'auto-félicite extrêmement facilement. Nous confirmer c'est un optimiste. Que les machines, que les centrifugeuses, qui sont des machines très fines,
eh bien, après un choc pareil, elles sont toutes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les centrifugeuses ne fonctionnent plus. Mais il n'y a pas de confirmation actuellement. Il n'y a pas de confirmation des dommages exacts. Oui. Il y en a vraisemblablement, mais on n'a pas la confirmation. Elles sont très probablement très abîmées, sans qu'on en ait la certitude. Il faut voir que ce sont des machines qui tournent extrêmement vite. Centrifugeuse, c'est parce que ça tourne et on utilise la force centrifuge pour séparer l'uranium-235 de l'uranium-238. Et ça tourne très très vite parce que la masse de l'uranium-235, elle est très peu différente de celle de l'uranium-238. Donc il faut une très grosse force centrifuge pour que 238 se retrouve en plus grande proportion sur la partie périphérique. Et donc, avec deux tubes, on extrait l'uranium enrichi d'un côté, l'uranium appauvri de l'autre, mais c'est très peu enrichi à chaque fois. Écoutez Trump. Il faut une cascade. Écoutez Trump qui a une déclaration qui, en quelque sorte, ramasse tous les éléments de la soirée, puisqu'il dit l'Iran a crié mort à l'Amérique depuis tant de temps, nous avons détruit son potentiel nucléaire, et dit-il, ce serait bon que ce s'arrête là. Écoutez-le. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement anéanties. L'Iran, tyran du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'il ne le fait pas, les futures attaques seraient bien plus importantes et bien plus faciles. Depuis 40 ans, l'Iran crie mort à l'Amérique, mort à Israël. Gallagher. C'est Donald Trump dans ce qu'il préfère, c'est-à-dire cette mise en scène présidentielle avec l'architecture du pouvoir autour de lui et cette grande annonce, voilà, je suis intervenu, j'ai réussi. Comme l'un de Dieu, j'ai réussi. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, voilà. J'ai bombardé. Voilà, Vini Vidi, Bombardi, et on passe à l'histoire suivante. Sauf que en fait, la question qui est au cœur de celle-là, et ça me rappelle la situation à Gaza, c'est ok, nous allons mettre fin au programme nucléaire iranien. Mais ça veut dire quoi de manière concrète ? Où commence ce programme ? Où s'arrête-t-il ? Mettons qu'ils aient détruit Fordo, mettons qu'ils aient détruit Ispahan, mettons qu'ils aient détruit Natanz. Est-ce qu'il reste de l'infrastructure cachée ? Est-ce qu'il reste du matériel pour reconstituer ces capacités ? Est-ce qu'il n'y a pas des centrifugeuses dans des couloirs cachés ou dans des bâtiments cachés ? Que va-t-il se passer avec l'uranium enrichi ? Ça, c'est juste le matériel. Ensuite, il y a le savoir-faire. Puisque j'imagine que c'est une partie intégrante, en tous les cas aux yeux des Israéliens qui ont méthodiquement assassiné un grand nombre de scientifiques iraniens. Comment est-ce que vous faites pour tuer le savoir-faire ? Et dernier élément, j'en termine par là, comment est-ce que vous faites pour mettre fin à la volonté, l'intention du régime iranien ? Est-ce que cette intention, au vu de cette actualité, elle n'est pas aujourd'hui renforcée, voire décuplée ? Et regardez, c'est un site immense. Regardez cette infographie-là. C'est l'image d'illustration, mais vraiment du site de Fordo, tel qu'il est connu par les services de renseignement. Mais Grossi le connaît. Grossi le connaît, oui, il a visité. Il y va régulièrement. Et on voit que il y a des routes souterraines. C'est un complexe immense. C'est pas simplement une réserve de Si on a ces images, Darius, et j'en termine par là, c'est précisément parce que Grossi était l'une de nos principales sources d'informations concernant ces installations. Maintenant, on est tous en train de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé à Fordo ? Quelles vont être nos sources d'informations ? À qui peut-on faire confiance sur l'état de l'infrastructure nucléaire ? Alors, oui, il faut savoir qu'il y avait des caméras, il faut savoir qu'il y avait l'AIEA avait le droit de mettre des caméras, c'est-à-dire quand même, il faut quand même souligner... Il y avait des inspections. Il n'y avait plus d'inspection inopinée, mais il y avait des inspections de l'AIEA, et qu'il faut savoir quand même que l'Iran collaborer avec l'AIEA, je parle sous votre contrôle. Oui, absolument. Et je vous laisse d'ailleurs nous le décrire, parce que vous connaissez ça mieux que moi. Eh bien, c'est très simple. L'Iran étant signataire du TNP, le traité de non-prolifération nucléaire, à ce titre, les installations nucléaires de l'Iran sont sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais qu'est-ce qu'on sait maintenant de la destruction ? Regardez, ces images, la file de camions où, c'était le 19 juin, on a vu emmener un certain nombre de matériel. Personne ne sait très bien ce que voulait dire cette file de camions. Les images satellites, donc 2 jours avant l'offensive américaine, sont là pour semer le doute. On est à l'entrée du tunnel de Fordo. 16 véhicules, voilà, c'est cette colonne que vous voyez là, étaient là. Le lendemain, ils ont disparu, remplacés par d'autres camions et un bulldozer. Est-il possible
que l'uranium enrichi ait été... C'est pas les lingots d'uranium, parce que les lingots d'uranium, c'est 400 kilos, c'est 400 kilos, c'est tout petit. L'uranium, c'est un des métaux les plus denses qui existent. C'est un des éléments qui est en bas du tableau de Mendeleïev, c'est-à-dire un des plus lourds. C'est plus dense que le plomb ou le mercure. Il y a peut-être des centrifugeuses dans ces voitures, justement. Une personne me disait que ces 400 kilos d'uranium enrichi, ça pouvait tenir. Christian Proutot, l'ancien du GIGN, me disait que ça peut tenir dans l'équivalent d'une vingtaine de paquets de cigarettes. Vous confirmez ? Alors, j'ai pas en tête la densité exacte de l'uranium, mais elle est très supérieure à celle du plomb ou du mercure. Donc oui, c'est les métaux les plus lourds. Quand vous prenez un morceau d'uranium dans la main, ça, vous êtes surpris tellement c'est lourd. C'est ce qui existe de plus lourd. Et est-ce que c'est facile à transporter ? Est-ce que les Iraniens ont pu simplement prendre une camionnette et emmener ça ? Oui, c'est très facile. Alors ça dépend sous quelle forme ça se trouve. L'uranium métal ou l'oxyde d'uranium, c'est très facile à transporter. Là, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il est sous forme d'hexafluorure d'uranium. Donc vous avez un gros atome d'uranium et puis 6 petits atomes de fluor qui sont attachés dessus. Donc l'hexafluorure d'uranium, il a une particularité qui est intéressante, c'est qu'à température ambiante, c'est un solide et quand on le chauffe un petit peu, il devient gazeux. Donc en tout cas, pour l'enrichir dans les centrifugeuses, il est sous forme gazeuse, puisque ce sont des centrifugeuses gazeuses. Mais dès qu'on chauffe les centrifugeuses, en fait, pour qu'ils soient sous forme gazeuse, et ça circule sous forme gazeuse, mais quand on arrête les centrifugeuses, ou s'il y a une explosion, par exemple, comme c'est arrivé là avec les bombes Bunker Buster, à ce moment-là, ils se retrouvent à une température plus basse, parce qu'en Iran, même quand il fait très chaud, c'est quand même pas 56, et donc ils se retrouvent sous forme solide. Vos réactions sur ce plateau, on comprend là, la réaction à ce que vous dites, on comprend bien qu'il y a un doute sur le fait que l'uranium soit encore là et qu'il soit ailleurs. Et puis il peut y avoir une multiplicité des sites. Je rappelle que l'Iran, c'est 3 fois grand comme la France. Il y a très peu de... Là, on vient de nous expliquer Top Gun Maverick. C'est-à-dire, il y a eu 3 bombes, c'est entré dans le même trou et l'affaire est réglée. Donc, c'est très confortable sur le plan politique d'expliquer ça. C'est un beau récit militaire et héroïque pour la nation américaine. Mais quand dans un pays qui fait 3 fois grand comme la France, il est quasiment impossible d'avoir éradiqué le programme iranien en une passe. Ça n'existe pas. Donc, forcément, et puis il reste aussi tous les scientifiques, vraisemblablement des centaines et des centaines. La parole à la défense. Vous êtes toujours avec nous, monsieur Barchicha. Vous êtes vraiment la voix de Donald Trump ce soir, vice-président des Républicains à l'étranger. Quand vous entendez tous les sceptiques là, vous avez tous les sceptiques. Je suis entouré de sceptiques qui commencent à dire non seulement c'était illégal, première version, première attaque, et là vous avez le deuxième passage de la lame, ils vous disent c'était en plus improductif en tout cas. Non, pas sûr, mais enfin, ça peut avoir un certain effet. Mais on ne me dit pas qu'on a éradiqué le programme iranien lors de cette passe. C'est pas possible. Isaac Barchicha. En tout cas, on peut dire que vos interlocuteurs sont très français. C'est comme en son habitude, on parle beaucoup, mais on agit peu. Et les Américains, je suis désolé avec le respect que je vous dois, ils ont fait une prouesse aujourd'hui technologique. Ils ont montré au monde de quoi ils sont capables pour éradiquer cette menace. Je tiens quand même à rappeler que pendant de longues années, l'AIEA nous a promis que ce site, sous fameux contrôle, était maîtrisé. Et on apprend aujourd'hui que des kilomètres et des kilomètres et des kilos, voire des tonnes de produits très dangereux s'y trouvent. Je demande au monde de nous expliquer, du coup, la menace que Israël ou les États-Unis avaient avancée pendant très longtemps, comment les Européens ou le reste du monde la voyaient, comment l'analyser. C'est là où aujourd'hui on comprend mieux pourquoi Israël, qui est quand même un pays voisin avec l'Iran et tous ceux et ses proxys, avait absolument besoin de se défendre avec l'aide des Américains et encore une fois dans une mission assez audacieuse, de pouvoir mettre en place une action nécessaire, rapide, pour pouvoir en finir avec cette menace. Alors il est évident que oui, l'Iran est un grand pays, oui, il est possible qu'il y ait encore d'autres choses. On sait que les Israéliens tapent sur le pays depuis quelques jours et intensifient leurs tirs. On parle, il y a quelques heures encore, la possibilité que les Israéliens se retirent un petit peu de leur action militaire. C'est que vraisemblablement, un coup dur a été envoyé aux Iraniens. Mais il était important, une bonne fois pour toutes, de remettre l'équilibre mondial. Et je pense que Trump, même si on le caractérise, à chaque fois on dit qu'il il a une façon de présenter les choses qui est très trumpiste, il a aussi une façon de ramener les gens autour de la table pour discuter de la paix. Et moi, je suis convaincu que dans les prochains jours, voire les prochaines semaines et prochains
prochains mois, non seulement le problème avec l'Iran, le Hamas peut-être se réglera, mais aussi ça envoie un message derrière très fort à la Russie, dont on voit que entre Poutine, Medvedev, les annonces ne sont pas très claires et cohérentes. Peut-être que ça ramènera aussi à la table des négociations le conflit entre la Russie et l'Ukraine, maintenant que les États-Unis ont montré de quoi ils étaient capables. En tout cas, pour le moment, monsieur, la seule méthode, en fait, vraiment efficace pour démilitariser l'Iran, on la connaît, c'est une méthode américaine. C'est celle qui était pratiquée par Obama et le secrétaire d'État Kerry, c'est-à-dire obtenir l'assentiment de l'Iran, de lui-même, de dénucléariser et d'accepter des inspections inopinées de la IEA. C'est exactement ce qui a été fait. Et il y a eu l'accord du 14 juillet 2015, il y a eu 11 inspections de la IEA qui ont constaté que l'Iran respecter ses obligations, et hélas, Trump est sorti unilatéralement de ce prodige de diplomatie obamesque et kerrienne sur l'accord sur l'Iran pour provoquer le chaos que l'on a aujourd'hui.